Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici on parle d'arabes, d'asiatiques, de noirs, de roms et même de blancs, sans aucun complexe. Aujourd'hui, on va revenir sur une histoire qui date d'il y a 35 ans et peut-être même d'avant. Il y a 35 ans, la France connaissait sa première marche antiraciste d'envergure nationale. Partie de Marseille le 15 octobre 1983 avec 12 personnes originaires de la cité des Minguettes, dans la banlieue lyonnaise, à l'initiative du jeune Toumi Djaïdja, elle se terminera près de 2 mois plus tard, le 3 décembre, avec plus de 100 000 manifestantes et manifestants. La marche pour l'égalité et contre le racisme sera même reçue par le président François Mitterrand. Pourtant, peu s'en souviennent. On vous propose donc de nous replonger dans cette histoire trop peu racontée. Imaginez le 15 octobre dernier, lorsque 32 jeunes immigrés décidaient de traverser à pied la France pour attirer l'attention sur les problèmes qui sont les leurs et qui les touchent chaque jour, c'est-à-dire l'indifférence et souvent même l'hostilité dont ils font l'objet. De Marseille à Paris, ils ont discuté avec les Français qui le plus souvent comprenaient leurs problèmes, mais qui parfois aussi souhaitaient ne pas les voir, ces problèmes. Ils ont parlé, ils ont aussi écouté, et je crois que tout le monde, au fond, y a trouvé son compte. Cet après-midi, c'était donc le point final à la Bastille, où des dizaines de milliers de Parisiens étaient venus s'associer à cette initiative. Une initiative qui trouvait toute sa dimension lorsque le président de la République acceptait de recevoir ce soir une délégation de jeunes immigrés à l'Élysée. Alors pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons avec nous Nassira Ghenif-Soulemas. Bonjour Nassira. Bonjour. Tu es anthropologue, sociologue, professeur des universités à l'Université Paris 8. Et comme on est dans Kiffe ta race, Nassira, on trouve qu'il est intéressant que toutes les personnes qui sont autour de la table se situent sur le plan racial, entre guillemets. Alors moi, je suis noire, Grace est asiatique. Et toi, Nassira, est-ce que tu te définis et si oui, comment ? Bonjour. Bonjour. Merci pour cette invitation, Grace et Rokhaya. Et oui, pour commencer, effectivement, il est important que je me situe. Je n'ai aucun mal à me situer comme arabe. Et comme arabe, alors non pas comme une espèce de mythe orientaliste complètement éthéré, mais comme une réalité sociale, politique, historique française. C'est-à-dire que mon nom m'identifie, mon nom me désigne, me précède. Et alors même que je n'ai pas forcément la tête de l'emploi, pour le dire comme ça, je pourrais passer. Et j'ai longtemps et régulièrement passé jusqu'au moment où je donne mon nom. Et là, non pas que je sois rattrapée par la réalité, ça pourrait être perçu comme ça, mais je peux assumer ce que je suis. Avec toutes les difficultés que ça a pu, à certains moments, susciter. C'est-à-dire qu'effectivement, pour certaines personnes, la réalité me rattrape. Ah mince, elle est arabe. Ou alors, oh mince, je vois que ça suscite quelque chose dans le regard. Il y a comme un vacillement qui surgit. Et puis, au fil du temps, avec la maturité, avec la prise de conscience de ce que cela implique, et puis aussi une capacité individuelle et collective à formuler ce que veut dire être arabe, c'est quelque chose que j'assume pleinement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moment dans ton enfance, ou peut-être un plus tôt, où tu as découvert dans le regard des autres que tu étais arabe ? Ah oui, clairement, à l'école, je pense, très tôt, on est à l'école primaire, à la fois à travers ce qui souvent se déroule dans la cour de récréation, c'est-à-dire des relations émaillées de sarcasme, d'insultes voilées. Par exemple, il y avait un surnom qui m'était souvent attribué à partir de mon prénom, Nassira, et c'était Nassirage. Et j'ai trouvé ça intéressant que, en fait, la façon d'ajouter, de rallonger mon nom, renvoyait en fait à quelque chose qui me déblanchissait. Ouais. Parce que le cirage, en général, c'est pas blanc. D'ailleurs, c'est utilisé même pour le blackface. Enfin, souvent, c'est... Oui. Et ça, c'était dans la bouche de copines. Moi, j'étais encore à l'école non mixte. Donc, c'était des copines qui me disaient ça. Mais en fait, c'est comme ça qu'on réalise à quel point est-ce que nos propos réactualisent, y compris à notre insu, des réalités coloniales, des réalités raciales dont on n'a pas conscience. Ma famille vivait dans une petite ville de banlieue charmante, bourgeoise, avec un lac, un casino et une station thermale, donc tout allait bien. Et on était la seule famille arabe de la ville, de la petite ville.
Donc de fait, j'étais à la fois comme tout le monde et je me démarquais par ce prénom et puis par l'apparence de ma mère qui venait me chercher à la fin des cours à l'école. Et donc ça s'est assez vite matérialisé, manifesté. Et puis il y avait d'autres manifestations qui étaient beaucoup plus douloureuses, comme par exemple le fait que je sentais bien au moment de l'orientation, notamment à la fin de la primaire, que je n'allais pas aller dans la classe que j'avais demandé au collège. Alors que j'avais les résultats qu'il fallait. Ah oui, donc tu as été freinée à cause de... Ouais. En fait, dans ma génération, la logique de promotion, en fait, et donc d'accès à une certaine forme d'excellence scolaire, c'était de prendre allemand en première langue. Et ça m'a été refusé. Au prétexte que en fait la classe était déjà pleine et en fait l'instit qui était aussi la directrice de l'école, qui était donc mon instit, a mis toute son énergie à s'assurer que je n'irais pas en classe d'allemand dans le collège qui venait d'ouvrir d'ailleurs. Donc j'ai été inscrite dans une classe d'anglais. A posteriori, non pas que je la remercierais, parce que je pense qu'elle a vraiment exercé une forme de racisme et donc elle a pesé pour me discriminer du point de vue de mon accès à ce à quoi j'avais droit, c'est-à-dire j'avais tout à fait le niveau pour aller en classe d'allemand. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, j'ai rencontré une langue que j'ai tout de suite adorée, qui est l'anglais, et qui m'a portée, en fait, qui m'a complètement ouvert des horizons. Donc, je ne la remercie pas, je remercierais plutôt mon apprentissage de l'anglais et les gens qui me l'ont procuré. Alors, Nassira, on va revenir sur cette histoire de la marche pour l'égalité contre le racisme qui a commencé le 15 octobre 1983. Est-ce que tu peux nous dire donc ce qui s'est passé en 83, ce qui a précédé cette marche et toi, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là, où t'étais? T'étais déjà très jeune, petite? Oui, j'étais jeune adulte, j'étais étudiante et donc j'avais à la fois conscience qu'il y avait une sorte d'émergence et d'effervescence autour des questions du racisme. Toutes les années 70 avaient été émaillées par des questions liées à des incendies dans des logements de travailleurs immigrés, à des meurtres racistes, qui étaient d'ailleurs à l'époque beaucoup plus le fait d'habitants, de voisins énervés et de voisins excédés aussi, alors pas seulement énervés, mais excédés. Donc tout ça, en fait, émaillait, mais en même temps, ça n'avait pas un écho très important. Et puis, en fait, il se trouve que dans mes études, j'ai très vite porté mon attention, c'était à cette époque-là, très précisément, sur ce que j'étais, c'est-à-dire sur les descendants de migrants. J'étais dans une sorte de démarche à la fois introspective, mais aussi de connaissance, de compréhension, essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc, j'avais déjà fait des entretiens, des enquêtes à Argenteuil. Je commençais à cette époque-là à m'intéresser au Bosquet à Montfermeil. Et ce qui surgissait de façon tout à fait tangible dans ce contexte, c'était l'existence d'une sorte de ségrégation, d'éloignement progressif, qui n'était pas du tout fortuit, qui était de plus en plus planifié à travers les attributions de logement, à travers les carrières scolaires, à travers le rapport à la police, à travers tout ça. Donc vraiment un rôle de l'institution. Oui, tout à fait. Une forme d'institutionnalisation déguisée, insu, prétendument. On verra effectivement par la suite qu'il y a bien eu des intentionnalités qui s'installaient durablement dans le paysage et dont on sentait la présence où qu'on se trouve. Je veux dire, moi je me souviens avoir sillonné pas mal de quartiers populaires à l'époque et il y avait toujours ce sentiment, alors ce qu'on appelait les cités ou déjà les banlieues, et il y avait déjà ce sentiment effectivement d'une sorte de trahison institutionnelle, d'un État qui faisait tout pour ne pas voir ce qui était en train de crever les yeux, au sens littéral du terme, c'est-à-dire, il souffrait d'ouvrir les yeux pour voir que cette jeunesse est bien là. Et donc, c'était
C'était des signes avant-coureurs. Alors, il y avait eu les rodéos des Minguettes. Alors, je reprends les termes. Je pense qu'ils sont intéressants à mettre en évidence. Cette façon de complètement altériser une attitude effectivement déviante, qui consiste à s'en prendre à des biens privés, à brûler des voitures. C'était des formes de violences urbaines. C'était des violences urbaines qui consistaient à brûler des voitures dans le quartier où on habitait. Alors effectivement, les voitures n'appartenaient pas aux personnes qui les brûlaient, mais il y avait donc cette sorte d'appropriation ou cette sorte de déni finalement de l'ordre public qui se jouait à travers le fait que dans son quartier, on pouvait s'adonner à ce genre de choses. Et donc, il y a eu une multiplication de ces actes-là, avec en face une réponse qui a été une réponse répressive et une réponse de culpabilisation, de criminalisation générale, qui n'a pas cessé, en fait, depuis lors. Autrement dit, ce qui frappe a posteriori, plus de 35 ans après, c'est le fait qu'il y a un régime de répression qui se met en place, qui était déjà présent de façon larvée, qui s'installe durablement, qui s'inscrit dans les normes et dans les routines des institutions, et notamment de l'institution policière, et qui ne va jamais faiblir, et qui va au contraire monter en puissance. Et pour en revenir à la marche, donc c'est une marche d'envergure puisque donc elle a été initiée par Toumi Djaidja notamment, qui lui a été victime d'une violence policière et a été hospitalisé pour cela. Et un petit groupe part de Marseille avec des revendications précises. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ça ? Et puisque tu nous dis que les années 70 étaient déjà des années où se déroulait pas mal de violences, pourquoi soudainement en 1983 on a cette marche qui fonctionne aussi bien et puis qui vraiment prend corps et traverse la France ? Alors, je pense qu'il faut référer cette émergence-là, ce moment de ce surgissement dans l'espace public, au fait qu'il y a un changement de génération qui s'opère au tournant des années 80, puisque ce que la société française connaît, ce sont des travailleurs immigrés, appellation qui permet notamment d'effacer complètement de l'esprit public que ce sont des personnes qui viennent des anciennes colonies, ou qui sont venues au moment où elles étaient elles-mêmes indigènes des colonies, puisqu'il y en avait encore à cette époque-là, qui étaient nés indigènes. Donc tout cela est gommé. On va aseptiser les propos. Les travailleurs immigrés, ça permet de parler du fait qu'ils sont une main-d'œuvre malléable, corvéable, etc. Cette génération-là, elle a prévalu dans la représentation publique, finalement à bas bruit, puisqu'il n'y a pas beaucoup de commentaires autour de tout ça. Et en fait, ce qui semble être complètement inattendu, c'est le fait qu'il y ait une jeune génération qui soit née en France ou qui soit arrivée enfant en France. Donc, il y en a beaucoup aussi qui sont venus avec leurs parents et qui s'enracinent durablement dans les quartiers, comme dirait Ahmed Boubacar, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, et qui entend faire valoir un principe auquel cette génération croit, puisque ça lui a été appris à l'école, n'est-ce pas ? Et donc, ayant été abreuvé par cette mythologie-là, oui, ils l'ont prise au sérieux, cette mythologie, et ils réclament donc l'égalité. C'est effectivement circonstanciel, c'est-à-dire qu'après les rodéos, il n'y a pas tout de suite l'impulsion de la marche. Il faut effectivement cette blessure infligée par un policier à Toumi Djaidja, et au fait que dans son entourage surgisse l'idée qu'il faut en faire quelque chose, il faut politiser cela, ou du moins il faut le faire connaître. Et il faut que ça soit ensuite impulsé de façon à devenir un mouvement qui permette de réunir toutes ces communautés, en fait, toutes ces communautés d'habitants à la périphérie des grandes villes, des grandes métropoles qui sont encore industrielles, plus trop, puisqu'on est en train de rentrer dans le chômage de masse aussi, ce qui va être en fait une part forte de l'expérience de ces jeunes qui se mobilisent à ce moment-là. Et donc, ce qui en fait frappe, c'est le fait que ce soit une jeune génération de jeunes qui ne se définissent pas forcément comme militants, dans un premier temps, mais qui entendent faire valoir leurs droits en revendiquant cette double dimension, c'est-à-dire revendiquer l'égalité et s'inscrire contre le racisme qui est devenu déjà, et ils sont bien placés pour le savoir, une réalité de plus en plus prégnante. Et du coup, malgré le fait que la marche ait rassemblé donc, la jeune population de tous horizons,
la presse l'a appelé la marche des beurs. Oui. Pourquoi est-ce que, du coup, on réduit l'image, le visage en fait de ces marcheurs au visage des enfants issus de l'immigration maghrébine voilà. Est-ce que ça, il y a une raison où, et du coup qui efface les autres immigrations, parce que moi par exemple je suis asiatique et pendant très longtemps en tant qu'asiatique je me suis sentie invisible par rapport à ces revendications là. Moi j'étais petite en 83 mais ça a perduré jusqu'à 98 et au-delà, c'est-à-dire qu'en tant qu'asiatique, et même mes parents étaient issus d'immigration post-coloniale de l'ex-Indochine, donc j'ai fait partie aussi de cette immigration des anciens territoires que la République est venue coloniser au loin. Et donc du coup, ça me touche que la presse veuille, la presse ou les gens veulent mettre un visage très précis sur ces mouvements, que ce soit pas c'est pas tout le monde, c'est juste quelqu'un. Oui, alors par ailleurs, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que l'appellation, la façon dont ils se sont nommés quand ils sont partis des Minguettes, puis ensuite de Marseille jusqu'à Paris, c'était une marche pour l'égalité et contre le racisme. C'était pas une marche de ceci ou de cela. La marche des beurs, c'est une entreprise de dépolitisation explicite, puisque en fait, ça va permettre de faire monter en puissance une appellation contrôlée, une appellation qui cherche à dévitaliser le mouvement, à lui ôter toute capacité d'agir en soi, et à préempter, à mettre littéralement sous tutelle. Et donc l'appellation beurre, effectivement, elle vise à la fois à aseptiser le mouvement et à diviser au sein de ce mouvement. Et je comprends bien ta remarque. C'est le fait de dire, bah oui, c'est juste une affaire d'Arabes, en gros. Sauf que les Arabes sont devenus des beurs, donc ils sont devenus inoffensifs. C'est les rendre complètement acceptables, fréquentables. Alors, c'est à ce moment-là que, par capillarité, mais pas trop, n'en faut quand même, il y en a quelques-uns qui finissent par arriver et à bénéficier de prébans, de petits avantages. Mais pour l'essentiel, la marche de 83 et le fait qu'elle soit renommée marche des beurs, ça vise essentiellement à lui ôter toute dimension politique et à couper l'herbe sous le pied, c'est-à-dire à opérer une rupture dans la dynamique qui a été engagée et qui aurait pu se prolonger après la rencontre à l'Élysée. Je veux dire, a posteriori, le contraste est saisissant, parce que tout ce qui va se passer après, c'est la continuation de la criminalisation, l'invention d'un mouvement aseptisé antiraciste qui vient justement contrecarrer la dynamique qui a été mise en œuvre, SOS Racisme, pour ne pas le nommer, qui est téléguidé directement par l'Élysée et qui est consécutif. Le projet de ce mouvement, il est consécutif à la prise de conscience du fait qu'il y a en gestation, en germe, une puissance politique possible dans la marche de 1983. Et que donc, il faut agir à l'encontre de cela. Parce qu'on est dans un contexte où la France semble découvrir en fait le visage d'une génération de Français qui lui était inconnue. Et cette découverte, effectivement, est alimentée par la presse qui rebaptise la marche des beurs au lieu de marche pour l'égalité contre le racisme. Mitterrand reçoit de manière très avantageuse pour lui les marcheurs quand ils arrivent à Paris. Et puis, l'année d'après, il y a une marche qui s'appelle Convergence 84. Et c'est dans cette marche que les petites mains jaunes « Touche pas à mon pote » de SOS Racisme sont distribuées. Et c'est à l'issue de ça que naît le mouvement SOS Racisme, d'ailleurs dans une confusion par rapport aux marcheurs, et tire le bénéfice médiatique de la sympathie qu'il y avait autour du mouvement. Donc, pour toi, c'est vraiment une opération politique de récupération d'une marche qui était partie des quartiers populaires, parce que c'était quand même partie des violences policières. Et SOS Racisme, c'est un mouvement qui est plus dans une dynamique un peu sympathique, peut-être divertissante que ce qui était la marche initialement. Bien sûr, parce qu'ils vont tout de suite se placer. Alors, j'ai un souvenir d'autant plus très net de cette période que j'étais pas en France en 83, mais j'ai suivi ça avec beaucoup d'ardeur et puis d'émotion, en fait. Pour moi, l'arrivée de la marche le 3 décembre 83, c'était un moment très fort. Et donc, je m'étais beaucoup documentée, même si j'étais en Algérie à l'époque, j'étais à Alger. Et puis en 84, je suis en France. Donc ça se passe en novembre 84, je crois, il me semble, ou fin octobre. Et là, je suis rue de Rennes et je découvre la petite main touche pas à mon pote. Et donc, comme beaucoup de personnes, je ne me rends pas compte, en fait, de l'ensemble de la dynamique qu'il y a derrière. Donc, j'achète des petites mains. Elles se vendaient à l'époque. On perd pas le nord. Non. Dès la première fois, en fait, elles n'étaient pas distribuées gratuitement et il fallait les acheter. Donc, on voit bien, effectivement, cette logique marketing
qui est présente dès le premier jour lors de la marche Convergence 84, elle ne va cesser de croître, multiplier et prospérer. Puisque l'année suivante, ce sont des concerts. En fait, il y a des opérations de communication autour de la question du racisme qui, là aussi, visent à le dépolitiser complètement, effacer de façon structurelle justement les racines systémiques et structurelles du racisme. Donc, en fait, c'est intéressant parce que c'est l'État qui, d'une certaine manière, opère au plus haut de ces institutions pour transformer le racisme qui est enraciné en lui, pour dire qu'en fait, ce sont des gens pas très sympathiques qu'il va falloir rééduquer et rectifier dans leur mode de pensée. Et ça opère de façon très puissante, puisque jusqu'à aujourd'hui, on le voit bien, il continue à y avoir ce débat entre le racisme moral et le racisme politique. J'ai vu surgir ce racisme moral qui visait à stigmatiser les personnes qui tenaient des propos. Il y a une espèce de rappel à la raison sur un mode très cartésien, républicain, universaliste d'ailleurs. Donc on voit bien que c'est cette même rhétorique très cohérente qui se met en place à ce moment-là avec cette façon d'opérer une sorte de continuité entre être antiraciste, c'est être républicain, c'est être universaliste, c'est donc être aveugle aux différences, ce qui va conduire à ce que des années plus tard, on nous explique que lorsqu'on n'est pas aveugle aux différences, on est raciste. Oui, mais on n'est pas républicain. Et on n'est pas républicain, donc, par une espèce de retournement rhétorique absolument effarant. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis par rapport à l'antiracisme moral, c'est qu'on passe en fait de l'idée d'un racisme systémique qui peut être perpétué par les institutions à l'idée qu'en fait les racistes c'est des méchants ou des gens qui sont idiots et on va les aider en faisant des concerts et en distribuant des petites mains parce qu'on s'aime tous et on est tous potes, quoi. Oui, tout à fait. Et soit dit en passant, je ne suis pas sûre que le fait d'aller dans un concert des SOS Racisme, ça puisse avoir ça a une totale innocuité en fait sur les pratiques racistes. À supposer qu'elles soient juste individualisées. C'est vrai. C'est pas en allant dans un concert que ça va résoudre le problème. Il n'y a pas une logique d'épiphanie ou de transformation miraculeuse qui peut se faire. Donc, il y a aussi derrière ça, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, cette idée que des sommes considérables, je pense qu'il faut le dire, des sommes considérables au cours des 3 dernières décennies ont été allouées à ce genre de pratiques. Ont été perdues, en fait, pour des actions qui soient véritablement efficaces, et notamment là, il y a une opération de diversion délibérée qui consiste à dire, pendant que tout le monde se divertit, eh bien, on ne réalise pas, ou en tout cas, le moment est retardé de la prise de conscience du fait que le racisme est systémique et qu'il est soit toléré par l'État, soit initié par l'État. Et c'est bien ce que les violences policières visaient. Et là, on revient au début, on revient à la genèse de la marche de 83. C'est bien ce que la dénonciation des violences policières cherchait à mettre en évidence, c'est-à-dire que les policiers agissent, alors si ce n'est pas sur ordre, c'est en tout cas, ils ont toute l'attitude à se comporter comme ils se comportent. Et finalement, la victoire, entre guillemets, de la marche pour l'égalité contre le racisme, au-delà du symbole, concrètement, n'est pas vraiment tangible, puisque, comme tu l'as dit, la plupart des marcheurs étaient des personnes qui étaient françaises, et ce qu'ils obtiennent, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas demandé, à savoir une carte de séjour de 10 ans pour les étrangers, alors que ça ne figurait pas au rang de leurs revendications policières, qui mettaient plutôt en avant la fin des violences, notamment des violences policières, l'accès à une justice égalitaire. Donc, comment tu analyses, en fait, cette réponse par finalement la possibilité d'intégration des étrangers à des gens qui sont français? Est-ce que c'est l'incapacité de les percevoir comme des gens qui sont français, qui sont là de manière durable et qui ont vocation finalement à vivre une vie de citoyens comme les autres? Alors, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre à la fois d'un opportunisme et d'une instrumentalisation, mais aussi d'un malentendu. Ce que dit le commentateur qu'on a entendu tout à l'heure, il parle de jeunes immigrés. Donc, il y en a effectivement qui sont venus avec leurs parents et qui n'ont pas Alors, il y en a même certains qui ont dû être sans papier à un moment donné. Il ne faut pas sous-estimer l'ampleur de ce phénomène-là. Mais pour l'essentiel, effectivement, ils sont soit français, soit ils ont vocation à le devenir. C'est-à-dire que le droit français à cette époque-là leur permettrait ou leur permettra de le devenir. Je rappelle que juste après la marche de 83, il y a aussi toute une action qui va consister à réviser le code de la nationalité. Et à Charles Pasqua, voilà. Et puis, il va y avoir cette commission qui va d'ailleurs mettre en avant toujours les mêmes acteurs, qui va auditionner toujours les mêmes protagonistes. Donc, il y a une espèce de théâtralisation en fait, de la nationalité française et de son accès et du fait que c'est un privilège qui se mérite.
Alors qu'on s'aperçoit avec horreur que suite à toute une série d'accords, notamment consécutifs à la décolonisation, il y a plein d'enfants qui sont français à la naissance, alors notamment les Algériens, ce qui est quand même un paradoxe. Après une guerre, voilà-t-il pas que les enfants d'Algériens nés après 63 sont français à la naissance. Et donc, plus horreur. Encore, parce qu'il y avait en plus pas mal de gens qui étaient enfants de harkis, donc il y avait quelque chose comme Toumi Djadja, mécaniquement, ils étaient français. Oui, tout à fait. Alors eux, ça peut se comprendre, oui. puisqu'ils ont décidé de rester loyaux à la France au moment de la guerre d'Algérie. Mais en fait, il y a ces espèces d'émergence en fait, d'appartenance qui sont considérées comme de véritables aberrations et comme des espèces de dommages collatéraux qu'il faut absolument résorber. Il faut faire quelque chose contre ça. Donc cette logique, en fait, c'est intéressant la question de la carte de résidence de 10 ans, parce que c'est à la fois un malentendu, c'est-à-dire qu'on pense que ça va, certains vont en bénéficier, parce que du coup, comme ils sont fils d'immigrés ou filles d'immigrés, ça va leur permettre d'avoir une carte de 10 ans. C'est pas la majorité des cas, mais c'est aussi une façon, d'une certaine manière, de rétrocéder ça à la génération antérieure, c'est-à-dire aux parents. C'est eux qui vont le plus bénéficier en fait de la carte de 10 ans. Mais ça montre aussi que finalement, ce que ça acte, cette transaction, cette sorte de marchandage qui est mise en place, c'est qu'ils ne sont pas considérés comme des Français à égalité, ils ne sont pas considérés comme des interlocuteurs valables, et donc il faut les maintenir sous tutelle, et c'est bien ce à quoi va s'employer la commission Marsolon sur le Code de la nationalité, qui va rendre ses conclusions en 88 et qui va impulser cette dynamique, cette espèce de dégringolade que l'on connaît sur la définition de l'identité nationale, sur les conditions d'accès à la nationalité, qui elles-mêmes conditionnent les conditions d'accès au territoire français, donc qui définit ce que c'est qu'un immigré, et qui définit par ricochet ce que c'est qu'être exilé. Donc, en fait, je pense que c'est important d'imaginer que ce qui se joue à ce moment-là, par des effets de continuité, par des effets de ricochet et d'analogie, ça renvoie à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur la loi asile et immigration, sur le fait qu'on refuse que des personnes qui ont fui leur pays, qui sont donc des réfugiés, de fait, puissent avoir accès à des pays européens pour enfin trouver une forme de tranquillité et de sécurité. Tout ça, en fait, il y a une généalogie qu'on peut tracer et qui, du coup, est assez vertigineuse. C'est-à-dire, on se dit, ça fait longtemps que c'est au travail. France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Moi, quand j'entends les revendications de 83 et que je les compare à la vie aujourd'hui de ce qu'on entend dans les médias, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment bougé. Donc on patauge dans la semoule, ça fait 35 ans qu'on demande les mêmes choses, qui sous des formes différentes, par des personnes différentes, parce que moi je sais qu'en tant que personne asiatique en France, il y a eu aussi une manifestation des personnes asiatiques en France le 4 septembre 2016 qui a marqué le début des revendications des personnes asiatiques en France, puisque il y avait eu certaines de choses de fait auparavant, mais moins d'ampleur et puis moins médiatisées. Et tout d'un coup, ça a été... c'était dans la presse, il y avait des politiques qui étaient venus, et donc il y a eu ces demandes. Donc, alors, c'était parce que c'était par rapport à la sécurité des personnes asiatiques en France. Et il y a eu pas mal de demandes par rapport au fait que les plaintes n'étaient pas prises en compte par la police, parce que les personnes, soit il n'y avait pas de traducteur. Donc, il y avait une demande auprès des institutions pour que ces Français ou ces personnes en France puissent être considérés comme des citoyens. Et des administrés comme les autres, oui. Absolument. Et du coup, le fait d'avoir fait cette marche, non, c'était pas une marche, c'était une manifestation. On a entendu sur le lieu des gens dire ça y est, vous aussi vous allez commencer à avoir des revendications comme les autres là, on vous aimait bien et là maintenant ça y est vous êtes comme eux. Bon, vous étiez inoffensif, vous ne l'êtes plus. Bon, heureusement vous ne brûlez pas encore de voiture, c'est vraiment des choses qui ont été entendues sur place, hein. Donc bon on va essayer de trouver quelque chose, mais vraiment voilà. Donc moi je ressens il
Il n'y a pas d'évolution, en fait, là. Et en même temps, ce que je trouve intéressant par rapport aux années 80, c'est qu'il y a quand même, bon, effectivement, Grâce, tu mentionnes les Asiatiques, mais depuis les années 80, il y a plein d'associations qui ont vocation à représenter des groupes spécifiques qui sont nés. Je pense par exemple au collectif contre l'islamophobie, au CRAN, donc le collectif des associations noires de France, à la Voix des Roms, l'association des jeunes chinois de France. Donc ça montre bien que l'antiracisme des années 80 n'a pas été capable de répondre à ce que demandaient des groupes spécifiques et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de décomplexé par rapport à ça et de revendiquer. Donc comment tu regardes cette évolution-là ? Alors je pense que l'antiracisme qui a été initié par l'État et qui est un antiracisme institutionnel était voué à l'échec et que c'était à peu près inscrit dès le début. C'est-à-dire qu'il ne pouvait que agir à la marge et de façon extrêmement, on va dire, inefficace. Et effectivement, tous ces jeunes collectifs, toutes ces coalitions récentes qui se constituent, elles font à la fois la démonstration de l'échec de ce qui a été le pari de l'État sur un certain type d'antiracisme, y compris d'ailleurs en désactivant des institutions que l'État a lui-même contribué à créer, comme par exemple la HALD, qui était la haute autorité de lutte contre les discriminations, et qui en fait était vidée de sa capacité d'agir et de peser dès son installation. Donc, effectivement, ça fait maintenant à peu près 20 ans que l'institution est intégrée aux défenseurs des droits. Et voilà, elle est devenue ensuite, elle a changé de nom à de multiples reprises, mais elle a été absorbée par le défenseur des droits. Et ce qui est frappant, c'est que tous ces constats d'échec n'ont pas vraiment généré quoi que ce soit du point de vue de la conscience de la responsabilité de l'État, mais par contre, il y a des organisations informelles qui aujourd'hui visent à non pas prendre le relais, parce que je crois que finalement la mémoire de la marche de 83 n'est pas si vivace que ça, et n'est pas si centrale. Justement. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui a impulsé à l'époque, ce qui était en gestation dans la marche de 83, se répète d'une certaine manière, se réactive avec des formulations différentes, où des acteurs racisés qui jusqu'alors n'étaient pas présents dans l'espace public et n'avaient pas été anticipés, comme par exemple effectivement les mobilisations des Asiatiques ou les mobilisations des Roms, qui semblent surprendre tout le monde. Et là, on voit bien à quel point est-ce que l'état d'esprit général est un état d'esprit qui continue à être profondément imprégné par cette idéologie républicaine aveugle à la couleur et aux différences, et qui entend continuer à distiller cette idée que, bien sûr, que le racisme est une aberration et qu'il faut lutter contre, mais l'État n'y est pour rien. La société française n'est pas profondément gangrénée, en fait, par ces manières de faire, et ces dimensions structurelles n'ont pas à être mises en évidence, à être, en quelque sorte, déterrées, puisque c'est par là que ça se passe. Et la démonstration est faite évidemment que c'est là que ça se passe. Oh, oui, tu parles de mémoire de la marche. Du coup, selon un sondage d'octobre 2013 de la LICRA, réalisé par l'Institut Opinionway, auprès de 1003 personnes, seulement 19% des Français et seulement 23% des plus de 40 ans se rappellent de la marche de 83. Donc il y a vraiment une amnésie. Elle n'existait pas dans les livres d'histoire. Même, je pense que à la télé, on n'en parle plus. Voilà. Donc il y a. Est-ce que tu penses que c'est pas justement le fait de ne pas avoir de mémoire des luttes, c'est pas aussi une faiblesse pour les mouvements militants actuels, parce qu'on a l'impression que chaque génération a le sentiment d'inventer l'eau tiède, alors que en fait d'autres ont permis à ces générations d'exister. Bien sûr, oui. Je pense que d'ailleurs c'est aussi, non seulement c'est un facteur d'affaiblissement, mais c'est un facteur de division. Parce que le fait de parvenir à parler de cette marche-là, non pas comme la marche des beurs, c'est-à-dire la marche où il n'y aurait que des Arabes, même s'ils étaient sans doute majoritaires, mais parler d'une impulsion beaucoup plus vaste qui témoignait d'une réalité de toutes les populations migrantes et d'ascendance coloniale présentes en France à cette époque-là. Le fait de parvenir à resituer cette marche-là, ça permettrait notamment d'éviter des divisions qui actuellement existent, y compris d'ailleurs sur des luttes qui sont tout à fait centrales, comme la lutte contre les violences policières,
Alors, il y a aussi tout ce qui s'est constitué autour de ça. Je veux dire, Urgence, notre police assassine, le comité Adama Traoré. Enfin, on voit bien comment est-ce que de toutes parts, ces dynamiques-là reprennent et sont constamment réactivées. Mais non pas parce qu'il y aurait une sorte d'agacement ou d'énervement de la part de ces minorités racisées, mais parce qu'il y a bien des actes. Il y a bien des pratiques, il y a tout un ordinaire, une routine du racisme et des discriminations qui font qu'il n'y a pas d'autre solution que d'en parler haut et fort. Et donc, un des enjeux, c'est sans doute de parvenir à réinscrire dans la généalogie des luttes politiques, pas seulement la marche de 83, mais tout ce qui s'était aussi joué dans les années 70, y compris d'ailleurs à travers une forme de dynamique transnationale, internationaliste. Enfin, ce sont des luttes qui souvent résonnaient ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'on n'était pas très longtemps après les luttes de décolonisation, les luttes d'indépendance, et que tout cela, c'est aujourd'hui perdu dans la mémoire collective. Moi, je trouve ça, j'ai juste un dernier truc à rajouter, je trouve que c'est assez intéressant qu'en 83, il y a une marche qui s'appelle « Pour l'égalité et contre le racisme » qu'on a appelée Marche des Beurs, et qu'aujourd'hui, avec le nouvel antiracisme, le mouvement est un peu le contraire, c'est-à-dire que plutôt que de prétendre vouloir représenter tout le monde, les associations aujourd'hui qui œuvrent sur le terrain, elle s'attaque plutôt à des faits précis, c'est-à-dire que l'association des jeunes Chinois de France, elle œuvre d'abord à s'occuper des personnes qui vivent donc des réalités qui leur sont proches. Ensuite, l'islamophobie, c'est une autre lutte, mais ce qui n'empêche pas la convergence. Vrai, oui. Voilà. Mais du coup, on se dit aussi, travaillons sur nous, et puis ensuite, convergeons quand il faut. Mais il y a aussi l'importance de ne pas hiérarchiser les souffrances. Je trouve que ça, c'est assez intéressant aujourd'hui, ce mouvement-là de contraire. Oui. Ou complémentaire. Oui. Peut-être que c'est la suite, en fait, d'une première forme de prise de conscience qui consistait à dire que le racisme affectait, en fait, l'ensemble de la société à travers ses cibles privilégiées et spécifiques. Et aujourd'hui, effectivement, l'intérêt, c'est de montrer que les cibles spécifiques et privilégiées, elles sont partout. Et que toute une série de groupes minoritaires qui, aujourd'hui, sont constitutifs de la réalité et du visage de la France du XXIe siècle, sont, à raison même du fait qu'elles sont là, présentes, actives, dans toute leur intensité, dans toute leur capacité à prendre leur place. C'est précisément pour ça que le racisme redouble d'intensité. C'est parce que, effectivement, ce ne sont pas des cibles, ce ne sont pas des personnes qui s'effacent ou qui se taisent. Ce sont de jeunes générations, notamment, qui ont complètement changé le registre de la prise de parole, qui, sur le mode sarcastique et ironique, d'ailleurs, souvent, ont tendance à ne pas laisser les autres parler à leur place. Ça peut aussi être une cause pour laquelle, effectivement, il faut du coup revenir à ce que chacun vit, et que tout le monde ne vit pas des formes d'oppression et des formes de discrimination équivalentes, tout en même temps en gardant à l'esprit que l'espace dans lequel tout cela se joue, c'est bien un espace unifié contre lequel il faut lutter. Et c'est là que nous avons encore du travail à faire, il me semble. Merci beaucoup Nassira pour ce voyage dans le temps, d'une certaine manière, qui nous a permis de revisiter ce que nous vivons actuellement. Pour aller plus loin sur la question de la marche pour l'égalité contre le racisme, je suggère la lecture du très très bon livre du sociologue Abdelali Hadjat. Et je sais qu'une des marcheuses aussi, Salika Amara, a fait un petit livre sur la marche pour l'égalité contre le racisme que je vous invite également à lire. Nassira, on espère avoir l'occasion de t'accueillir une prochaine fois. Avec plaisir. Et si vous aussi vous souvenez de cette marche, ce mouvement historique, ou qu'au contraire vous avez jamais entendu parler de ça et que vous vous intéressez à l'histoire, n'hésitez pas à nous écrire sur notre mail kiftaraspodcast@gmail.com ou sur vos réseaux avec le hashtag Kiftaras. Merci Nassira Ghenif Souelamas. À bientôt pour un nouvel épisode de Kiftaras, dans 15 jours évidemment. Merci beaucoup Grace. Merci Rokhaya. Binge. Kiftaras, c'est produit par Binge Audio. Binge Audio qui produit plein de podcasts qu'on adore. Moi, j'adore le podcast de Victoire Tuaillon, Les couilles sur la table. Il faut absolument que vous alliez l'écouter. De quoi ça parle, Victoire ? Merci, c'est gentil. Alors, Les couilles sur la table, c'est un podcast qui s'intéresse aux hommes, aux masculinités et à la virilité. Voilà.
Et les couilles sur la table, on peut l'écouter comme on peut écouter Kif Tara sur toutes les plateformes de podcast. Sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone portable et sur binge.audio. Binge.